C'est le soir du 4 juillet 1914. Un groupe d'hommes est réuni dans un petit appartement sombre situé au 1626 avenue Lexington à New York. Ils parlent à voix basse et travaillent fébrilement à assembler un dispositif. Et ce n'est pas un objet ordinaire, c'est une bombe. Et ils la construisant dans un but précis, tuer un homme, John D. Rockefeller. L'histoire de l'homme le plus riche de la Terre ne débute pas dans le luxe, mais par une relation étrange avec ses parents. De plus, son enfance est marquée par une lutte constante contre les difficultés. Le père de Rockefeller est loin d'être un modèle, un escroc de métier qui gagne sa vie en vendant de faux médicaments. Pour aggraver les choses, son père entretient également une seconde famille secrète. Il est souvent absent et le fardeau de subvenir aux besoins de la famille repose sur la mère de Rockefeller. Elle se bat constamment pour mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leur tête. Ayant grandi dans ce foyer chaotique et voyant les sacrifices de sa mère, Rockefeller jure de ne plus jamais la laisser souffrir. Rockefeller apprend à se débrouiller et à gagner vite de l'argent. Selon l'histoire, il économise assez pour acheter un sac de bonbons et devient vendeur du quartier. À l'âge de 12 ans, Rockefeller a économisé $50 et les prête à un fermier avec un intérêt de 7%. Il fait divers petits boulots comme élever des dindes. La famille déménage sans jamais pouvoir appeler un endroit chez elle. Rockefeller pousse enfin un soupir de soulagement lorsque sa famille s'installe à Cleveland, dans l'Ohio. Mais à 16 ans, il prend une décision audacieuse. Il quitte l'école pour travailler comme employé de bureau pour quelques sous. Son but ? Garantir à sa famille un avenir sans souffrance. Rockefeller est déterminé à s'élever des cendres de la pauvreté et à ne jamais regarder en arrière. Même après des années de travail acharné, le patron de Rockefeller refuse de lui accorder l'augmentation dont il a besoin. Alors qu'il regarde son maigre salaire, il sait que quelque chose doit changer. Il réalise qu'il doit agir, quitte son emploi et s'associe à son voisin Maurice Clark pour créer leur entreprise. Avec $4000, Rockefeller et son associé lancent leur entreprise de commerce de foin, céréales et viande. Malgré une forte concurrence, la détermination et l'ingéniosité de Rockefeller mènent l'entreprise à un grand succès. À la fin de leur première année, Rockefeller et Clark impressionnent avec un chiffre d'affaires de $450 000 et un bénéfice de 4400. Rockefeller ignore que sa vie va basculer, une découverte révolutionnaire étant imminente. Dans les années 1850, la quête du pétrole est un processus fastidieux et imprévisible, mais tout change avec une grande découverte. La découverte de pétrole en Pennsylvanie en 1859 a déclenché une frénésie de production. Le pétrole brut devient soudain abondant et Rockefeller saisit rapidement l'opportunité. Il réalise que le vrai trésor n'est pas dans les puits de pétrole, mais dans les raffineries. Forer du pétrole est très risqué et beaucoup font faillite avant de réussir, alors pourquoi tenter sa chance ? À la place, Rockefeller laisse les autres faire le travail difficile de trouver du pétrole, puis il intervient pour leur racheter. Il attend que le gouvernement construise une voie ferrée reliant les champs pétrolifères de Pennsylvanie à Cleveland. Une fois la ligne construite, Rockefeller saisit l'opportunité, déjà soutenu par de nombreux partenaires et banques. En 1863, il entre dans le secteur pétrolier en investissant dans une raffinerie à Cleveland. Alors que Rockefeller s'implique davantage dans le secteur pétrolier, il sait qu'il doit sortir des sentiers battus pour vraiment se faire un nom. Il réunit une équipe composée des esprits les plus brillants en chimie et en ingénierie, et ensemble, ils mettent au point une méthode révolutionnaire pour raffiner le pétrole. Les autres raffineries jettent sans réfléchir des ressources précieuses dans les rivières et les tas de boue. Mais Rockefeller voit la valeur dans chaque goutte. Les résultats sont impressionnants. Déchets minimisés, profits en hausse et nouveaux marchés pour les sous-produits pétroliers. Rockefeller est devenu un véritable pionnier, laissant ses concurrents s'efforcer de le rattraper. En 5 ans après avoir lancé sa raffinerie, Rockefeller rachète toutes les raffineries concurrentes de Cleveland, sauf 4 sur 26. Et ce n'est que le début. La valeur de la raffinerie de Rockefeller s'envole à plus de $70 000, la plaçant parmi les plus importantes et rentables de tout Cleveland. Mais la soif de domination de Rockefeller sur l'industrie pétrolière ne connaît aucune limite. Dans un véritable style mégalomane, il a recours à toutes les tactiques possibles pour écraser ses derniers concurrents.
Pour lui, il n'y avait aucune raison qu'il y ait plusieurs concurrents sur un même marché. Pourquoi ne pas simplement choisir le meilleur, le producteur le plus efficace, le distributeur le plus performant, qui bien sûr était Standard Oil, et leur donner l'ensemble du marché? Et bien sûr, les gens ne voulaient pas le lui donner, il a donc dû le prendre lui-même, et il a été impitoyable en le faisant. Rockefeller commence par acheter tous les barils de pétrole, le matériel de raffinage et les fournisseurs, puis prive ses concurrents de pièces de rechange. La pénurie soudaine a paralysé les petites entreprises locales, donnant à Rockefeller un avantage considérable. Mais il ne s'arrête pas là. Rockefeller élabore un plan impitoyable pour organiser des guerres de prix entre ses filiales, forçant ses concurrents à s'engager dans une compétition qu'ils ne peuvent soutenir. Il les pousse à la faillite. Sans aucune autre option disponible, les clients sont forcés de se tourner vers lui comme unique fournisseur de pétrole et de kérosène. Mais Rockefeller n'est pas satisfait. Il en veut plus. Il veut tout contrôler, laissant ses concurrents impuissants et à sa merci. Il n'en reste plus qu'une poignée maintenant, et Rockefeller les considère comme de simples chimpanzés à écraser sous son pied de dos argenté. Quand Rockefeller vous donne le choix, on se souvient de la célèbre phrase du parrain à propos des offres qu'on ne peut pas refuser. Il invite ses concurrents dans son bureau avec une lueur diabolique dans les yeux. Alors qu'ils prennent place, Rockefeller ouvre calmement ses livres de comptes, révélant un trésor de guerre immense et une capacité inégalée à tous les surpasser sur la durée. Rockefeller sait que certains résisteront. Il se prépare à la bataille qui s'annonce alors que certains concurrents relèvent le défi, déclenchant une guerre des prix féroce. Il réduit progressivement le prix du pétrole et du kérosène, parfois jusqu'à 80%. Les concurrents de Rockefeller s'effondrent, incapables de résister à sa détermination et à sa richesse. Ils n'ont plus que deux choix, soit vendre à Rockefeller, soit faire faillite. Rockefeller réalise alors un coup de génie, un exemple pour les futurs hypercapitalistes. Il offre à ses anciens concurrents des postes dans son entreprise, les rendant ses subordonnés et plaçant ainsi les meilleurs du secteur sous son contrôle. Le pouvoir de Rockefeller est désormais hors de portée. Il invite les propriétaires des grandes compagnies ferroviaires et conclut des accords qui lui donnent un accès exclusif à leurs trains à un tarif très avantageux. C'était évidemment ces avantages qu'il a en fait extorqués aux compagnies ferroviaires. Cela a conduit à cette croissance explosive qui, du jour au lendemain, a fait de Standard une sorte de merveille du monde. Et sa société contrôle l'endroit où tout commence. À son apogée, Standard Oil contrôlait près d'un tiers des puits de pétrole. Le paysage auparavant concurrentiel est désormais contrôlé par un seul homme. Son entreprise, Standard Oil, anéantit puis engloutit ses concurrents et finit par contrôler 90% de l'industrie pétrolière américaine. Le peuple est piégé, forcé d'acheter auprès de Standard Oil, non pas parce que c'est le meilleur choix, mais parce que c'est le seul. Cependant, les vents du changement soufflent. Le plus grand journal américain de l'époque décrit Standard Oil comme le monopole le plus cruel, effronté, impitoyable et avide qui se soit jamais imposé à un pays. La scène est prête pour l'affrontement entre le magnat du pétrole et ses opposants. Rockefeller a atteint le sommet du pouvoir avec l'immense empire de Standard Oil, qui comprend 20 000 puits nationaux, 6 400 km d'oléoducs, 5 000 wagons-citernes et plus de 100 000 employés. Mais il perçoit les murmures dans l'ombre et découvre vite que des législateurs de l'Ohio préparent des lois antitrust contre son empire. Rockefeller a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. En 1882, il réincorpore Standard Oil dans le New Jersey et crée la Standard Oil Trust, détenant des parts dans plus de 40 entreprises. Rockefeller renforce son pouvoir et échappe à la réglementation, compliquant la tâche de ses opposants. L'emprise jusque-là invincible de Rockefeller sur l'industrie pétrolière se fissure. De vastes gisements de pétrole ont été découverts en Russie et en Asie. Et maintenant, une nouvelle menace plane sur lui, la famille Rothschild. Les Rothschild incarnent richesse et pouvoir, loin d'être une famille ordinaire. Intéressés par ces découvertes, ils dépensent sans compter pour importer ce pétrole en Amérique. Grâce à leur immense richesse et leur influence politique, la famille Rothschild menace de briser le contrôle de Standard Oil sur l'industrie. Les problèmes de Rockefeller ne sont pas finis. Ida Tarbell, une femme dont le père a été ruiné par Standard Oil,
écrit une série d'articles visant à révéler la vérité sur les accords infâmes de Rockefeller avec les compagnies de chemin de fer. Les articles décrivent Rockefeller comme l'ennemi suprême de l'Amérique et menacent sa réputation. Mais le coup le plus dévastateur de Tarbell reste à venir. Elle révèle que le père de Rockefeller était vendeur d'élixirs douteux, bigame et violeur présumé, un secret sombre dissimulé par Rockefeller. La découverte que son père est toujours en vie déclenche une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Un journal offrant la somme stupéfiante de 8 000 $ de récompense pour toute information à son sujet. Rockefeller, autrefois le roi du capitalisme américain, craint désormais pour la sécurité de sa propre famille. Il se retire de la vie publique, s'isole dans son manoir et entoure sa famille de gardes du corps. Rockefeller est loin de se douter qu'il s'apprête à affronter un adversaire redoutable, prêt à tout pour le faire tomber et réduire son empire en miettes. Le président Theodore Roosevelt, opposant au monopole, jure de détruire la Standard Oil. Le gouvernement fédéral engage une vaste action antitrust contre la Standard, la première du genre, visant enfin la Standard Oil. Les politiciens voient une occasion de faire tomber le géant tout-puissant du pétrole. En explorant la structure juridique complexe de l'entreprise, ils réalisent que la démanteler sera difficile. Après des années de batailles juridiques et de luttes politiques, le sort de Standard Oil est finalement décidé en 1911. Le verdict de la Cour suprême choque le monde des affaires et le grand public. D'un simple coup de stylo, l'entreprise qui avait autrefois dominé l'industrie pétrolière est désormais démantelée en 34 entités distinctes. Le démantèlement tant attendu par le gouvernement brise enfin son monopole, mais il ne peut effacer l'immense impact qu'il a eu sur l'industrie et le monde. Malgré la division forcée, Rockefeller reste un homme incroyablement riche, car il a habilement conservé sa participation dans les nouvelles entreprises créées. En conséquence, ce démantèlement s'avère être l'un des événements les plus lucratifs de sa vie, la valeur de ses actions s'envolant. Certaines estimations indiquent qu'à son apogée, la valeur réelle de Standard Oil atteignait $1 billion. Mais Rockefeller va bientôt comprendre qu'un grand pouvoir attire de grands ennemis. Au début du XXe siècle, le centre financier de New York est marqué par la peur, l'agitation et la violence. Le pouvoir et la richesse dévorant de quelques privilégiés déchirent le tissu même de la société américaine. Les anarchistes, animés par la colère et le ressentiment, se tournent vers le terrorisme, visant certaines des figures les plus riches et influentes du pays dans leur quête de justice. Au cœur de ce chaos, Rockefeller va affronter une menace contre laquelle ni sa richesse ni son pouvoir ne peuvent le protéger. Les rues animées de New York deviennent étrangement silencieuses. Le 4 juillet 1914, des témoins horrifiés regardent la force de l'explosion détruire les 3 étages supérieurs du bâtiment, provoquant une pluie de débris sur les toits et les rues. L'air est chargé de fumée et le bruit des sirènes envahit la scène chaotique. Alors que la poussière retombe, il devient clair que ce n'est pas un accident ordinaire. L'explosion provient d'une bombe fabriquée dans le bâtiment par des anarchistes. Elle a explosé prématurément, mais il s'avère plus tard que la bombe était destinée à Rockefeller. Bien que Rockefeller ne soit pas blessé, l'explosion rappelle les dangers liés à la grande richesse et au pouvoir. Rockefeller sait que ses ennemis n'hésiteront devant rien pour le faire tomber, lui voler sa fortune et son influence. Mais l'héritage de Rockefeller perdure, témoignage de la poursuite acharnée du pouvoir et de la richesse dans un monde où seuls les plus forts survivent. Alors que l'ombre de ses ennemis continue de planer, une chose reste claire. Le monde des affaires est une bataille sans fin où seuls les plus rusés et les plus déterminés sortiront victorieux.